De toute façon, tu n'as jamais vraiment su. Il a dit cela presque doucement, comme on énonce une évidence inutilement répétée. Nous étions assis l'un en face de l'autre, dans ce salon que je connaissais par cœur, chaque meuble, chaque trace laissée par les années. La lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre, paisible, indifférente à ce qui venait de se produire. Je suis resté immobile, pas choqué comme on l'imagine dans les films, pas en larmes, simplement figé. Cette phrase ne m'avait pas frappé de plein fouet, elle s'était glissée, en moi, lentement, moi, comme un poison familier qui trouve enfin sa place. Tu n'as jamais vraiment su? Je me suis demandé ce que cela voulait dire exactement. Jamais. Vraiment. Ces mots avaient un poids particulier. Ils ne parlaient pas d'un oubli, ni d'un malentendu. Ils parlaient d'une mise à distance volontaire. Comme si, depuis toujours, on avait décidé que je n'étais pas faite pour savoir. J'ai tenté de répondre. Ou plutôt, j'ai cru tenter. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. À la place, une sensation étrange s'est installée, celle d'avoir été déplacée, sans qu'on m'en avertisse, hors de ma propre histoire. Il n'a pas insisté, il n'a pas cherché à expliquer. Il s'est levé, a rangé une tasse, a parlé d'autre chose. C'était cela, le plus violent. Cette capacité à prononcer une phrase qui renverse toute une vie, puis à passer à autre chose. Je suis restée seule dans le salon, assise, les mains posées sur mes genoux. Je regardais le mur sans vraiment le voir. Mon cœur battait normalement. Trop normalement. Comme si mon corps refusait encore de comprendre ce que mon esprit commençait à saisir. Boing. Toute ma vie, j'avais cru être une femme simple. Pas naïve, non, mais confiante. J'avais grandi dans l'idée que certaines choses se disent, d'autres pas, mais que l'essentiel finit toujours par apparaître. Illudibet. J'avais cru que le temps révélait naturellement ce qui devait l'être. Ce jour-là, pour la première fois, une pensée m'a traversée avec une clarté douloureuse. Et si ce n'était pas vrai? Je me suis levée lentement. J'ai fait quelques pas, chaque geste me semblait étrangement précis, comme si je marchais sur un sol que je découvrais. Dans le miroir du couloir, mon reflet m'a arrêté. Une femme âgée? Oui. Les traits marqués. Les cheveux gris. Mais le regard encore vif. Un regard qu'on avait peut-être jugé trop encombrant. Je me suis souvenu de tant de moments anodins, des phrases coupées, des silences trop bien organisés, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Je les avais toujours interprétées comme des coïncidences. De la discrétion, du respect. Aujourd'hui, ces souvenirs prenaient une autre couleur. Je me suis assise à la table de la cuisine. La chaise a légèrement grincé. Ce bruit familier m'a presque rassurée. J'avais besoin de quelque chose de concret, de stable. J'ai posé mes mains sur le bois, comme pour m'ancrer. Une peur sourde est montée. Pas la peur de ce que j'allais découvrir, la peur de ce que cela allait dire de ceux que j'avais aimés, de ceux à qui j'avais fait confiance sans réserve. Pendant un instant, j'ai été tentée de minimiser. Et bien de sourde, de me dire que j'exagérais, que cette phrase avait peut-être été maladroite, qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. J'avais passé ma vie à faire cela, mais à arrondir, à excuser. Mais cette fois, quelque chose résistait. Non, je me suis rendu compte que ce n'était pas la première fois qu'on me refusait une réponse claire. Ce n'était que la première fois qu'on le faisait sans détour. Comme si le masque était tombé par fatigue. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas demandé d'explication. Je n'en avais plus la force, ni l'envie. Je suis sortie prendre l'air. Dehors, le monde continuait. Les passants marchaient, riaient, livaient. Personne ne savait que, pour moi, quelque chose venait de basculer. En marchant, une certitude a commencé à se former. Discrète, solide, inconfortable. Si je n'avais jamais vraiment su, ce n'était pas par oubli, c'était par choix. Leur choix. Et si ce mensonge avait duré toute une vie, alors ce n'était pas un détail du passé. C'était la structure même de mon existence. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir, ni jusqu'où cela irait. Mais je savais une chose, désormais, je ne pourrais plus faire semblant. Mais ce jour-là, sans bruit, sans déclaration, j'ai compris que je venais d'atteindre la fin de quelque chose. Et que, peut-être, tout commençait seulement à se révéler. Avant cette phrase, avant ce regard qui m'a exclu de ma propre histoire, ma vie avait suivi une ligne que je croyais droite. Elle n'était ni brillante ni spectaculaire.
Elle était faite de continuité, de constance, de ces choix silencieux qui, mis bout à bout, deviennent une existence entière. Je me suis mariée jeune, à une époque où l'on n'interrogeait pas trop les silences. Mon mari était un homme discret, travailleur, attaché aux choses bien faites. Il parlait peu de lui. Je prenais cela pour de la réserve. Aujourd'hui encore, je me demande si je n'ai pas confondu pudeur et opacité. Nous avons bâti notre foyer sans excès. Une maison simple, solide, à l'image de ce que nous voulions être. J'y ai consacré des années, des gestes répétés, des choix jamais discutés, parce qu'ils allaient de soi. Je ne me suis jamais demandé ce que je mettais de côté. J'étais convaincue que donner était une façon d'exister pleinement. Quand les enfants sont arrivés, j'ai naturellement déplacé le centre de ma vie. Tout tournait autour d'eux, leurs besoins, leur rythme, leurs peurs. J'étais celle qui anticipe, qui amortit, qui rassure, celle qui tient quand les autres vacillent. Ce rôle me convenait. Il me donnait une place claire. Je ne comptais pas, ni le temps, ni l'énergie. À cette époque, on appelait cela l'amour, et je n'avais aucune raison d'en douter. Les années ont passé dans une forme d'évidence, tranquille. Là, mon mari travaillait beaucoup. Je m'occupais du reste. Nous n'avions pas besoin de tout dire pour fonctionner. Du moins, le croyais à jeu. Certaines questions restaient sans réponse. Je les laissais là, comme on laisse une porte entr'ouverte, en se promettant d'y revenir. Il y avait parfois des moments étranges. Des visites écourtées, des conversations interrompues, des prénoms que je ne connaissais pas. On me disait que cela ne me concernait pas. Je n'insistais pas. J'avais appris que l'insistance est mal vue chez les femmes qui veulent préserver la paix. Je pensais sincèrement que l'essentiel m'était donné, que le reste était superflu. Quand les enfants ont grandi, je les ai soutenus sans réserve. Études, déménagement, difficultés financières. J'étais là, toujours. Même quand je sentais que ma présence devenait moins centrale. C'est ainsi que les mères se rendent progressivement invisibles, en continuant à donner quand on ne leur demande plus rien. Mais je ne m'en plaignais pas. Je croyais à la transmission, à l'idée que ce que l'on donne finit par revenir autrement. Puis, il y a eu la maladie de mon mari. Longue. Épuisante. J'ai pris en charge ce que personne ne voulait voir. Les rendez-vous, les décisions quotidiennes, les nuits hachées. À l'hôpital, on s'adressait à moi pour les détails pratiques. Jamais pour les choix profonds. Comme si mon rôle s'arrêtait à l'intendance. Je ne me suis pas rebellée. Je faisais ce qu'il fallait. Comme toujours. Après sa mort, j'ai cru que le plus dur était derrière moi. J'avais traversé l'épreuve avec dignité. Je pensais retrouver une place naturelle au sein de la famille. Mais quelque chose avait changé. Les visites étaient plus fréquentes, mais plus rapides. Les discussions plus nombreuses, mais moins franches. On parlait de moi sans me parler à moi. On évoquait des décisions futures, des simplifications nécessaires. Je me disais que c'était le deuil qui rendait tout maladroit. Je voulais y croire. Je continuais à faire confiance. La confiance, quand elle a duré toute une vie, devient un réflexe. On ne la remet pas en question sans douleur. Je regardais mon passé avec une forme de satisfaction calme. Là, j'avais fait ce que je pensais juste. J'avais aimé, j'avais tenu, j'avais été loyale. Je ne demandais pas de reconnaissance particulière. Seulement une place honnête. Aujourd'hui, en repensant à cette période, je comprends que ma vie d'avant reposait sur une croyance fondamentale, celle que l'on ne ment pas longtemps à quelqu'un qu'on aime. Cette croyance m'a guidée. Elle m'a aussi aveuglée. Je ne regrette pas mes sacrifices. Ils ont fait de moi celle que je suis. Mais je sais désormais qu'ils ont été consentis dans une ignorance soigneusement entretenue. Et cela change tout. Ce passé que je croyais simple était traversé de lignes que je n'avais jamais vues. Des lignes de silence, des lignes de décision prises ailleurs. Je ne les distinguais pas encore clairement. Mais je sentais déjà qu'elles conduisaient à quelque chose de plus vaste. Et, à ce moment-là, je n'avais encore aucune preuve, aucun document, aucun mot précis. Seulement une intuition nouvelle, lourde et persistante. On m'avait protégée contre la vérité, pas pour moi. Et cette intuition, désormais, ne me quittait plus. Je ne pourrais pas dater précisément le moment où j'ai commencé à être mise à l'écart. Il n'y a pas eu de scène, pas de phrase brutale, pas de rupture franche,
Seulement une suite de détails, si discrets qu'ils auraient pu passer pour des maladresses. C'est ainsi que l'exclusion se fabrique. À bas bruit. Au début, ce furent des oublis. On ne me prévenait plus systématiquement des changements d'horaire. Un déjeuner annulé le matin même. Une visite reportée sans explication. On s'excusait à la va-vite, avec ce ton qui suppose que je comprendrais. Et je comprenais. J'ai toujours compris trop vite. Puis il y eut les conversations interrompues. Je passais devant une porte entr'ouverte, j'entendais des voix, puis le silence. On riait, puis on se taisait. Quand j'entrais, on me souriait. On me demandait si tout allait bien, comme on le ferait avec quelqu'un de fragile. Je répondais « oui, bien sûr ». Je savais déjà que poser une question de plus serait perçu comme une gêne. Je me souviens d'un après-midi d'hiver. J'étais assise dans le salon, un ouvrage ouvert sur les genoux, sans vraiment lire. Il parlait dans la cuisine. Mon prénom a été prononcé, suivi d'un silence trop net pour être anodin. J'ai attendu. Personne n'est venu. J'ai tourné une page, comme si de rien n'était. Mais ce jour-là, quelque chose s'est déplacé en moi. Les décisions ont commencé à se prendre sans moi. Pour te soulager, disait Aon. Pour t'éviter des soucis, on triait mes papiers. On rangeait mes affaires. Je retrouvais des tiroirs vidés, des dossiers déplacés, des objets que je croyais à leur place n'y étaient plus. Je demandais, parfois. On me répondait que ce n'était pas important, que je n'en aurais plus besoin. Je me suis dit que c'était de l'aide, que je devais être reconnaissante. Après tout, j'avais toujours prôné la solidarité familiale. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cette aide ressemblait de plus en plus à une dépossession douce, enveloppée de bonnes intentions. Il y eut aussi les remarques, jamais directes, toujours polies. Tu es sûr de te souvenir correctement? Beaucoup. Ce n'est pas très utile de garder ça. On verra plus tard. Répétez, ces phrases finissent par s'installer. Elles s'infiltrent. Elles vous font douter non seulement de vos souvenirs, mais de votre légitimité à les porter. Je me suis surprise à vérifier 2 fois, une date, un détail. À hésiter avant de parler, à reformuler mentalement, puis à renoncer. Lors des réunions de famille, ma place semblait rétrécir. On me mettait à l'extrémité de la table. Les discussions sérieuses se tenaient ailleurs. On me demandait des nouvelles de ma santé, jamais mon avis. Comme si j'étais passée du rôle de pilier à celui de figurante attentive. Je souriais. Toujours. J'avais appris que le sourire est une forme de camouflage efficace. Il rassure les autres. Il évite les conflits. Et, pendant longtemps, j'ai cru que préserver la paix valait bien quelques renoncements supplémentaires. Mais ces renoncements s'accumulaient. Un jour, j'ai voulu récupérer une vieille boîte de photos. On m'a dit qu'elle avait été rangée en sécurité. On ne savait plus exactement où. Un autre jour, j'ai demandé un document précis. On m'a répondu que cela compliquait inutilement les choses. J'ai senti une gêne, une impatience contenue, comme si ma demande menaçait un équilibre fragile. Je n'ai pas insisté. La peur de passer pour une vieille femme suspicieuse est une peur tenace. Elle vous muselle plus sûrement que la colère des autres. On finit par se dire que le problème vient de soi, que l'on exagère, que l'on devient difficile. J'avais grandi avec cette idée que l'on doit vieillir discrètement, sans faire de vagues. Pourtant, au fond de moi, une alarme s'était allumée, faible, mais persistante. Quelque chose n'était pas juste. Ce n'était pas seulement une question de respect, c'était une question de place. Et la mienne se réduisait à vue d'œil. Je me suis souvent demandé pourquoi je n'avais pas réagi plus tôt. La réponse est simple. J'aimais encore. Et l'amour, surtout quand il a duré toute une vie, rend aveugle aux stratégies les plus polies. On confond la délicatesse avec l'effacement. On accepte ce qu'on n'accepterait jamais d'un étranger. Ce n'est qu'avec le recul que je vois le schéma. On m'a rendu invisible avant de m'écarter. On m'a habitué à ne plus être consulté avant de m'annoncer que certaines choses ne me concernaient pas. Le terrain était préparé. Lentement. Patience contre patience. À ce stade, je ne savais toujours pas ce qu'on me cachait. Aucun secret précis, aucun fait tangible. Mais je sentais déjà ses effets. Comme une ombre projetée sur le quotidien. Une présence muette, lourde, qui expliquait cette gêne constante autour de moi. Je me suis mise à observer, sans méfiance apparente, avec une attention nouvelle. Les regards échangés, les silences trop bien synchronisés.
les phrases qui contournaient. J'écoutais plus que je ne parlais. Non par soumission, mais par nécessité intérieure. Et, sans encore le savoir, je m'approchais d'un seuil, de ce moment précis où l'on cesse d'endurer par amour pour commencer à regarder par lucidité. Là où le silence change de nature. Là où il n'est plus une habitude, mais une décision en gestation. Je n'avais pas encore compris quoi. Mais je savais désormais que. Et cette certitude, discrète et obstinée, ne me quittait plus. La goutte d'eau n'a pas pris la forme d'une dispute. Elle s'est présentée comme une évidence trop bien rangée pour être honnête. C'était un matin calme. Le genre de matin où l'on croit que rien ne peut vraiment arriver. J'étais seule à la maison. Le soleil entrait en biais par la fenêtre du bureau, éclairant la poussière en suspension. Je cherchais un document banal, une facture ancienne, quand j'ai ouvert un tiroir que je n'ouvrais presque jamais. À l'intérieur, une chemise cartonnée, d'un gris neutre. Mon nom y était inscrit, au stylo, avec une faute. Une lettre manquait. J'ai ressenti un léger vertige. On n'écorche pas un nom par hasard. On le fait quand on n'y prête plus attention, ou quand on estime qu'il n'a plus vraiment d'importance. J'ai hésité. Refermer le tiroir. Faire comme si je n'avais rien vu. Cette hésitation a duré 1 seconde de trop. Puis j'ai sorti la chemise. Les feuilles étaient nombreuses. Trop nombreuses pour un simple classement. Des copies. Des courriers. Des formulaires. Des dates. Et, très vite, des mots que je connaissais sans jamais les avoir vus associés à moi. Des termes administratifs, précis, froids. Ils n'étaient pas menaçants en eux-mêmes. C'est le rassemblage qu'il était. Je me suis assise. Lentement, j'ai lu. Puis relu. Chaque phrase semblait calculée, anticipée. Rien n'était improvisé. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un brouillon. C'était un projet. On avait pensé à mon avenir sans moi. On avait décrit ce que je devais devenir, ce que je devais accepter, ce que je devais ne pas comprendre. Tout cela au nom de la simplification, de la sécurité, du bien commun. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai ressenti quelque chose de plus glaçant. La confirmation. Toutes ces petites humiliations, ces silences, ces décisions prises ailleurs, prenaient enfin sens. C'est que le secret n'était pas abstrait. Il avait une forme. Des pages. Des signatures prévues. J'ai refermé la chemise. Je l'ai replacée exactement là où je l'avais trouvée. Puis je suis sortie. Dehors, l'air était frais. Les passants marchaient vite, absorbés par leurs propres urgences. Je me suis assise sur un banc, face à un arbre encore nu. J'avais besoin de distance. De respirer sans penser. Mais les pensées revenaient, obstinées. Mais j'ai compris alors que l'injustice n'était pas seulement ce qu'on m'avait caché. C'était le fait d'avoir été considérée comme incapable de décider. Incapable de comprendre. Incapable d'assumer la vérité de ma propre vie. Pendant longtemps, j'avais confondu protection et dépossession. Ce jour-là, la confusion a cessé. Je me suis demandé si je devais parler immédiatement. Dire que j'avais vu. Demander des explications. J'ai imaginé les réponses. Les sourires tendus. Les phrases toutes faites. Tu t'inquiètes pour rien. C'est plus simple comme ça. On voulait éviter des soucis. Je ne voulais plus d'explications. Je voulais de la clarté. En rentrant, j'ai pris un carnet, celui que je gardais pour des listes sans importance. J'ai écrit la date, puis ce que j'avais vu. Sans interprétation, sans émotion. Des faits. Seulement des faits. J'ai noté où se trouvait la chemise, quel document elle contenait, les mots exacts. Ce geste, simple, m'a rendu étrangement calme. Mettre par écrit, c'était reprendre la main. Les jours suivants, j'ai observé autrement. Chaque phrase prononcée devant moi avait un double fond. Chaque ne t'en fais pas sonnait comme une consigne. Je comprenais désormais pourquoi certaines questions dérangeaient. Pourquoi on préférait me fatiguer plutôt que de me répondre. Une nuit, incapable de dormir, j'ai relu mes notes. Tout s'emboîtait. Le passé flou. Les décisions anticipées. Le secret entretenu par commodité. Rien n'était improvisé. Et rien ne devait plus l'être de mon côté. Je n'ai pas ressenti de haine, seulement une fatigue morale immense. Celle qu'on éprouve quand on comprend que sa loyauté a été utilisée comme un outil.
Mais cette fatigue s'est vite transformée en détermination. Au matin, j'ai pris une décision. Pas spectaculaire, pas bruyante, définitive. Je n'allais pas crier, je n'allais pas accuser, je n'allais pas supplier qu'on me dise enfin la vérité. J'allais me préparer, préparer ma compréhension, préparer mes choix, préparer ce qui devait l'être pour que plus jamais personne ne puisse décider à ma place. Ce jour-là, je n'ai encore affronté personne. Mais j'ai cessé d'être disponible pour le mensonge. C'était un seuil, invisible de l'extérieur, infranchissable, à l'intérieur. Le secret avait cessé d'être une rumeur. Il était devenu une preuve. Et, avec lui, une certitude nouvelle. Je ne serai plus jamais une figurante dans ma propre vie. À partir de cet instant, le silence ne serait plus une habitude. Il deviendrait une stratégie. Les nuits suivantes ont été différentes de toutes celles que j'avais connues auparavant. Pas agitées, pas pleines de cauchemars. Elles étaient claires, presque trop. Je restais allongée dans le noir, les yeux ouverts, écoutant les bruits familiers de la maison comme si je les entendais, pour la première fois. Je pensais à cette chemise grise, à son épaisseur, à la façon méthodique dont les documents avaient été classés. Rien n'avait été improvisé. Et cette pensée-là revenait sans cesse. Ils avaient eu le temps de réfléchir, le temps de décider, le temps de se mettre d'accord. Pendant que moi, je vivais. Je me suis interrogée sur ma propre naïveté. Pas avec dureté, mais avec une forme de tristesse calme. Comment avais-je pu ne rien voir? Ou plutôt, comment avais-je pu choisir de ne pas voir? La réponse s'imposait lentement. Parce que voir aurait impliqué d'agir. Et agir aurait menacé tout ce que j'avais mis une vie à construire. Je me suis levée plusieurs fois au cours de ces nuits. J'ai bu de l'eau. J'ai regardé par la fenêtre. Les lampadaires éclairaient la rue vide, indifférents à mon bouleversement intérieur. Le monde continuait à tourner sans se soucier de ce que je découvrais. Et cette indifférence avait quelque chose de brutalement honnête. Je repensais à toutes ces fois où j'avais douté de moi, où l'on m'avait fait sentir que mes questions étaient déplacées, que mes inquiétudes étaient excessives. J'avais fini par intégrer cette idée, que ma lucidité déclinait, que mon jugement n'était plus fiable. Cette pensée me mettait en colère, mais une colère contenue, tournée vers l'intérieur. Alors j'ai repris mon carnet. Cette fois, je n'ai pas seulement noté des faits. J'ai écrit des souvenirs, des scènes, des phrases exactes, des silences aussi. J'ai écrit pour vérifier que je n'inventais rien, que ce que je ressentais aujourd'hui trouvait bien ses racines dans des ouf. Années d'attitudes répétées. À mesure que les pages se remplissaient, quelque chose s'ordonnait. Ce n'était plus un amas de doutes. C'était une histoire cohérente. Une logique. Et cette logique était implacable. On m'avait peu à peu retiré la légitimité de décider, sous couvert de bienveillance. Cette prise de conscience m'a fait peur. Pas parce que j'avais été trompée, mais parce que j'avais participé, malgré moi, à cette dépossession. J'avais confondu la paix avec l'effacement. J'avais cru que l'amour exigeait le silence. Il m'a fallu du temps pour accepter une vérité difficile. Se taire trop longtemps finit par déformer la réalité. Non pas celle des autres, mais la sienne. Je me suis demandé ce que je voulais vraiment. Pas ce qu'il fallait faire, pas ce qui serait le plus acceptable, ce que moi, je voulais pour le temps qu'il me restait. Et cette question, je ne me l'étais jamais posée avec autant de sérieux. Je n'avais pas envie de vengeance. Je n'avais pas envie d'exposer qui que ce soit. Je voulais simplement retrouver une chose essentielle. La maîtrise de mon histoire. Pouvoir dire je sais, même si cela faisait mal. J'ai compris aussi que parler trop tôt serait une erreur. Une parole lancée sans protection se retourne toujours contre celui qui la prononce. J'avais besoin de solidité, de clarté, de preuves intérieures, avant même les preuves matérielles. Les jours suivants, j'ai observé différemment. Je ne cherchais plus des signes. Je les voyais, les phrases trop vite prononcées, les regards échangés, les silences appuyés. Tout confirmait ce que j'avais compris la nuit. Ça, étrangement, cette lucidité ne m'a pas affaiblie. Elle m'a rendue plus stable, moins émotive. Comme si le fait de nommer intérieurement ce que je vivais m'avait rendu une forme d'autorité sur moi à même. Je me suis fait une promesse, silencieuse mais ferme. Je n'agirai pas sous le coup de l'émotion.
Je ne demanderai rien que je ne sois prête à entendre. Je ne confronterai personne tant que je n'aurai pas clarifié mes propres limites. Ce secret, qui m'avait tant ébranlé, cessait peu à peu d'être une blessure ouverte. Il devenait un point d'appui, un révélateur. Je ne savais pas encore comment j'allais agir, ni quand, mais je savais désormais pourquoi. Et ce pourquoi était plus fort que la peur, plus fort que l'habitude, plus fort que l'attachement aveugle. Au matin, lorsque la lumière a rempli la pièce, j'ai refermé mon carnet. J'ai respiré profondément. Je n'étais plus seulement une femme à qui l'on avait menti. J'étais une femme qui avait compris, et cette compréhension changeait tout. Non, je n'ai rien dit. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais compris que la parole, mal placée, pouvait tout compromettre. J'ai choisi le silence, non plus comme une habitude, mais comme une méthode. La première étape a été de vérifier ce qui relevait du réel, et non plus du ressenti. J'avais trop longtemps vécu dans l'impression. Il me fallait désormais des certitudes. J'ai repris tous mes papiers, un à un, lentement, sans précipitation. Chaque document était relu, daté, replacé. Ce travail m'a occupé plusieurs jours. Il m'a surtout apaisé. Mettre de l'ordre, c'était reprendre possession. Je me suis rendu compte que, malgré les tentatives de mise à l'écart, beaucoup de choses portaient encore mon nom. Légalement, je n'avais rien perdu. Cette découverte m'a redonné une assurance calme. On avait préparé des scénarios, mais rien n'avait encore été exécuté sans moi. J'ai pris rendez-vous avec un notaire. Pas celui que la famille consultait habituellement. Un autre. Discret. Recommandé par une connaissance ancienne. Quelqu'un qui ne poserait pas de questions inutiles. J'y suis allée seule, un matin gris, sans prévenir personne. Je n'ai pas raconté mon histoire. Je n'en avais pas besoin. J'ai posé des questions précises. Sur mes droits. Sur ce qui pouvait être modifié. Sur ce qui exigeait mon accord explicite. Le notaire m'a répondu avec neutralité. La loi est ainsi. Elle ne juge pas, elle établit. En sortant, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la joie. De la solidité. J'ai ensuite ouvert un compte bancaire personnel. Un compte simple, sans éclat. J'y ai transféré progressivement ce qui m'appartenait. Toujours légalement. Toujours justifiable. Je conservais chaque trace, chaque relevé. La transparence, cette fois, travaillait pour moi. À la maison, rien ne changeait en apparence. Je continuais à écouter, à acquiescer parfois, à poser des questions anodines. Je cultivais ce qu'il prenait pour de l'hésitation. En réalité, c'était de la prudence. Le masque de la docilité rassure ceux qui croient diriger. Je me suis également occupée de mon testament. Pas dans un esprit de revanche, mais de cohérence. J'ai ajusté ce qui devait l'être, clarifié certaines dispositions, supprimer des ambiguïtés. Mettre ses volontés par écrit est un acte profondément intime. J'y ai trouvé une paix inattendue. Les jours passaient. Personne ne se doutait de rien. Les conversations continuaient autour de moi, parfois au-dessus de moi. On évoquait des projets, des solutions, des simplifications futures. Chaque mot confirmait que j'avais bien fait de me taire. Je continuais à écrire dans mon carnet, moins pour comprendre que pour suivre. Ce carnet n'était plus un refuge. Il était devenu un outil de navigation. Il me rappelait où j'en étais, ce que j'avais déjà sécurisé, ce qu'il restait à faire. Il y avait des moments de fatigue, des instants où je me demandais si tout cela en valait la peine. Si je ne devais pas simplement laisser faire pour préserver une paix apparente. Mais je connaissais désormais le prix de cette paix-là. Je l'avais payée trop longtemps. Un après-midi, en me regardant dans le miroir, j'ai noté un changement subtil. Mon visage était le même, mais mon regard ne fuyait plus. Il était stable, présent, celui d'une femme qui n'attend plus qu'on décide pour elle. Quand tout a été en place, les comptes, les documents, les décisions écrites, je me suis arrêtée. J'ai pris le temps de relire, de vérifier. Rien n'était précipité, rien n'était fragile. Tout reposait sur des faits. Je savais que la confrontation viendrait. Elle est inévitable quand la réalité rattrape les arrangements. Mais je n'en avais plus peur. Parce que je n'étais plus dépendante de leurs explications, ni de leur version. À ce moment-là, j'ai compris que le piège n'était pas un stratagème cruel.
C'était une simple conséquence. Ils allaient découvrir que le pouvoir qu'ils croyaient avoir reposait sur mon ignorance. Et que cette ignorance n'existait plus, je n'éprouvais aucune jubilation, seulement une forme de sérénité grave. Celle qui naît quand on sait que le sol sous ses pieds est enfin solide. Le silence, désormais, n'était plus un refuge. Il était devenu mon allié le plus sûr. La confrontation n'a pas eu lieu, comme je l'avais imaginé autrefois, dans mes nuits d'insomnie. Il n'y a pas eu de cris, ni de gestes brusques. Elle s'est imposée naturellement, le jour où leurs certitudes ont commencé à se fissurer d'elles-mêmes. Tout a commencé par une question, lancée avec une fausse légèreté. « Tu es passé à la banque récemment ?» Je me souviens avoir levé les yeux lentement. J'ai pris le temps de réfléchir, puis j'ai répondu simplement. « Oui. » Un seul mot. Suffisant. J'ai vu le regard échanger. Bref, inquiet. Ce regard-là, je le connaissais. C'était celui qu'ils avaient quand quelque chose leur échappait. Les jours suivants, les allusions se sont multipliées. On parlait de projets, de décisions à venir, de choses qu'il faudrait clarifier. Le ton restait poli, presque affectueux. Mais derrière chaque phrase, je sentais l'urgence monter. Ils cherchaient à comprendre ce que je savais. Jusqu'où. Puis, un après, à midi, on m'a proposé de m'asseoir. Pour discuter. La table était dégagée. Trop dégagée. Les dossiers étaient déjà prêts, soigneusement alignés. Je me suis assise sans un mot. Ils ont commencé à parler, longuement. Ils expliquaient, ils justifiaient. Le secret, selon eux, avait été nécessaire. Il fallait protéger, simplifier, éviter les complications. Chaque phrase semblait apprise par cœur, comme si elle avait été répétée à l'avance. Je les ai laissés aller jusqu'au bout. Le silence est parfois la meilleure façon de laisser l'autre se révéler. Quand ils se sont arrêtés, attendant une réaction, j'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti une pochette. Une simple pochette, de celles qu'on trouve partout. Je l'ai posée sur la table, sans commentaire. Le changement a été immédiat. Ils ont reconnu les documents, les dates, les signatures. Leurs mains se sont figées un instant. Plus personne ne parlait. J'ai senti, très clairement, le moment précis où ils comprenaient que quelque chose avait basculé. « Où as-tu ça ?» a demandé l'un d'eux, la voix plus sèche. Je n'ai pas répondu, je n'avais rien à expliquer. Les faits parlaient pour moi. Ils ont feuilleté, relu, vérifié. Leurs phrases se sont faites plus courtes, moins assurées. Le piège se referme toujours dans le silence, jamais dans le bruit. Puis, la colère est venue. Rapide, incontrôlée. On m'a reproché d'avoir agi seul, de ne pas avoir demandé conseil, d'avoir trahi la confiance familiale. Les mots étaient durs, mais vides. Je les écoutais sans réagir. Vous avez décidé sans moi pendant des années, et je dis enfin, calmement. Je n'ai fait que reprendre ce droit. Il y a eu un silence lourd. Pas celui des non-dits, celui de la réalité qu'on ne peut plus contourner. Ils ont compris alors que leur projet ne tenait plus, que les décisions prises dans mon dos n'avaient plus d'effet, que rien ne pouvait avancer sans mon accord, et que cet accord n'existait plus. Le ton a changé. On a parlé de famille, d'amour, de passé commun. On a évoqué la peur de me perdre, la crainte de me voir partir. Ces mots-là arrivaient trop tard. Ils ne construisaient rien. Ils tentaient seulement de réparer ce qui avait été volontairement fragilisé. Je ne ressentais ni triomphe, ni joie. Seulement une clarté calme. Ce que je voyais devant moi n'était pas une victoire. C'était la fin d'un malentendu ancien. Je ne cherche pas à vous punir, j'ai ajouté. Je refuse simplement de continuer à vivre dans un récit qui n'est pas le mien. Ils n'ont pas répondu. Certains regardaient la table, d'autres la fenêtre. Le secret, privé de mon silence, était devenu encombrant. Il ne protégeait plus personne. La discussion s'est terminée sans accord, sans embrassade, sans promesse. En me levant, j'ai senti une légèreté inattendue, comme si un poids ancien, porté trop longtemps, venait enfin d'être déposé. En quittant la pièce, je n'ai pas regardé en arrière, non par dureté, par nécessité intérieure. Ce qui devait être dit l'avait été. Le reste ne m'appartenait plus. Plus tard, seule, j'ai repensé à la femme que j'avais été.
celle qui croyait que l'amour exigeait la compréhension infinie. J'ai compris que comprendre ne signifie pas tout accepter. Et que se taire n'est pas toujours une preuve de loyauté. Le piège s'était refermé sans violence, sans cri, par la simple force des faits. La vérité, préparée avec patience, avait trouvé sa place. Et moi avec elle. Après cette confrontation, rien ne s'est effondré brutalement. Les choses se sont défaites autrement, plus lentement, comme un tissu ancien, dont les coutures lâchent une à une. Ce qui tenait encore n'était pas la vérité, mais l'habitude. Et l'habitude, quand elle est privée de silence, ne résiste pas longtemps. Alors, les jours suivants, les messages ont commencé à arriver. D'abord prudents, presque administratifs, puis plus longs, plus confus. Chacun voulait expliquer, se justifier, redonner du sens à ce qui n'en avait plus. Je lisais tout, je répondais peu. Le temps des explications était passé. Ce n'était plus à moi de réparer. Très vite, ils ont commencé à se parler entre eux, mal, à demi-hameau, à voix trop haute. Les alliances tacites se fissuraient. Ceux qui avaient suivi reprochaient à ceux qui avaient décidé. Ceux qui avaient décidé affirmaient qu'ils n'avaient fait qu'obéir à une nécessité. Le secret, qui devait rester enfoui, circulait désormais sans contrôle, transformé, déformé, vidé de sa prétendue noblesse. Je n'étais plus au centre, et c'est cela qui les déstabilisait le plus. On m'a reproché mon calme. Tu pourrais au moins nous dire ce que tu ressens, m'a hâté, on écrit. Mais ce que je ressentais n'était plus matière à débat. J'avais passé trop d'années à traduire mes émotions pour qu'elles soient acceptables. Je n'avais plus cette dette à là. Je constatais, avec une lucidité presque froide, la désagrégation progressive de ce que j'avais longtemps appelé une famille unie. Ce n'était pas la confrontation qui avait tout cassé. C'était l'absence de mon silence. Sans lui, les tensions n'avaient plus d'endroit où se déposer. Un après-midi, l'un d'eux est venu me voir, seul, le visage fermé, fatigué. On ne pensait pas que ça irait si loin, a-il murmuré. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Les choses vont toujours loin, quand on commence sans la vérité. Il n'a rien ajouté. Il n'y avait plus rien à ajouter. Peu à peu, les réunions familiales ont cessé. Les appels se sont espacés. Certains ont disparu sans un mot. D'autres revenaient par intermittence, cherchant encore une forme d'absolution, une phrase qui les soulagerait. Je ne la donnais pas, non par dureté, mais par respect pour moi-même. Je comprenais désormais que certaines relations ne survivent pas à la fin du mensonge. Non parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles n'avaient jamais été construites pour affronter la vérité. On a tenté de me faire porter la responsabilité de l'éclatement. Si tu avais parlé plus tôt. Si tu avais accepté. Ces phrases ne me touchaient plus. J'avais accepté toute une vie. Et parler plus tôt n'aurait fait que repousser l'inévitable. À mesure que le tumulte s'éloignait, un espace se libérait. Un espace intérieur. Je pouvais enfin penser sans anticiper les réactions, respirer sans expliquer, être sans justifier. Il y avait, bien sûr, des moments de tristesse, des souvenirs heureux que je regardais autrement, des scènes anciennes qui prenaient une teinte nouvelle. Mais cette tristesse n'était plus écrasante. Elle était claire, elle m'appartenait. Un soir, seul, j'ai ouvert une vieille boîte de photos. Certaines images me faisaient encore sourire. D'autres me semblaient étrangères. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement choisi ce qui resterait visible. Mettre de l'ordre n'est pas effacer. C'est décider. Je me rendais compte que je n'avais pas perdu une famille aimante. J'avais perdu une construction fragile, maintenue par mon effacement. Et ce que je gagnais, lentement, c'était une cohérence nouvelle. Une vie qui n'exigeait plus que je me taise pour être acceptée. Je n'étais plus leur point d'appui. Et c'était une délivrance. Quand j'ai fermé la porte ce soir-là, j'ai senti quelque chose de définitif. Non pas une rupture violente, mais une séparation nette. Comme lorsqu'on cesse de retenir quelque chose qui ne tient plus. Que par habitude. Il restait encore une étape. Apprendre à vivre sans ce bruit constant, sans cette tension diffuse. Apprendre à construire autre chose. Plus simple. Plus juste. Je savais que ce chemin serait solitaire par moments. Mais je n'en avais plus peur. Car, pour la première fois depuis longtemps, cette solitude n'était pas une exclusion. C'était un choix. Je ne suis pas partie dans la fuite. Je suis partie dans le choix. La nuance est essentielle.
Quitter un lieu n'est pas toujours une rupture, parfois, c'est une respiration. J'ai choisi un endroit simple, près de la mer. Pas un lieu de vacances, pas un décor de carte postale. Un endroit discret, presque effacé, où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. Un petit appartement clair, au 2e étage, avec des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin, et, certains jours, l'odeur salée de l'air marin. Les premiers temps, j'ai vécu lentement. Je n'avais plus d'horaire à respecter, plus de décisions à anticiper pour les autres. Le silence autour de moi n'était plus pesant. Il était vaste. Il m'accueillait. Je marchais beaucoup. Le long de la promenade, tôt le matin, quand la ville se réveille à peine. Je regardais les mêmes visages croisés chaque jour, sans qu'aucun ne me demande quoi que ce soit. Cette absence d'attente était un luxe que je n'avais jamais connu. J'ai redécouvert des gestes simples. Faire mon lit sans me presser. Choisir un fruit au marché pour son parfum, pas pour quelqu'un d'autre. Lire longtemps, sans surveiller l'heure. Ces choses-là semblent insignifiantes à ce qu'il est. Ont toujours eu. Pour moi, elles étaient nouvelles. Presque émouvantes. Il m'arrivait encore de penser à eux. Pas avec colère. Avec une distance étonnée. Comme on repense à une vie antérieure, que l'on reconnaît sans vouloir y retourner. Je n'éprouvais plus le besoin de comprendre pourquoi ils avaient menti. Cette question appartenait au passé. Elle n'avait plus de pouvoir sur mon présent. Et je recevais parfois des messages courts, maladroits. Certains cherchaient une normalité impossible. D'autres tentaient encore d'obtenir une forme de justification. Je répondais peu. Quand je le faisais, c'était avec des phrases sobres, sans reproche, sans promesse. Je n'ouvrais plus de portes que je n'étais pas prête à refermer. Un après-midi, assise face à la mer, j'ai réfléchi à la notion de pardon. On en parle souvent comme d'un devoir moral, presque religieux. Je ne le voyais plus ainsi. Pour moi, pardonner signifiait cesser d'attendre que l'autre reconnaisse ses torts pour pouvoir avancer. Cela n'effaçait rien. Cela ne rétablissait pas les liens. Cela me libérait simplement d'une attente inutile. Je n'ai pas pardonné pour eux. J'ai pardonné pour ne plus porter leur silence en moi. J'ai commencé à créer de nouvelles habitudes. Un café où l'on me reconnaissait. Mais une voisine avec qui j'échangeais quelques mots sur le temps. Rien de profond, rien d'obligatoire. Des liens légers, mais sincères. Ils ne me demandaient pas d'histoire. Ils acceptaient simplement ma présence. Un jour, j'ai acheté un carnet neuf. Pas pour noter des faits, ni pour me défendre. Juste pour écrire ce qui me traversait. Des pensées sans enjeu. Des phrases inachevées. Des souvenirs qui surgissaient, puis s'éloignaient. Écrire sans objectif m'a appris une chose essentielle. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je me suis surprise à sourire seule, à m'arrêter pour regarder la lumière changer sur l'eau, à apprécier la fatigue saine d'une journée passée dehors. Ces moments-là n'étaient pas spectaculaires. Ils étaient justes. Et, pour la première fois, cette justesse me suffisait. Il y avait bien sûr une mélancolie. On ne traverse pas une vie de mensonges sans en garder la trace. Mais cette mélancolie n'était plus douloureuse. Elle ressemblait à une cicatrice ancienne, sensible parfois, mais refermée. Je comprenais alors que la liberté n'est pas toujours bruyante. Elle ne se manifeste pas par de grandes décisions. Elle s'installe doucement quand on cesse de se trahir soi-même pour préserver les autres. Je n'étais plus définie par ce qu'on m'avait caché, ni par ce que j'avais découvert. J'étais définie par ce que je choisissais désormais de vivre. Et ce choix, tardif peut-être, était profondément apaisant. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement, j'ai réalisé que je ne regardais plus en arrière. Pas par oubli, par décision. Le passé avait cessé de réclamer mon attention constante. Il était à sa place. Je savais que la dernière étape serait intérieure. Trouver les mots justes pour refermer ce chapitre sans le renier. Mettre un point final, là où l'on m'avait laissé dans l'ellipse. Dans ce silence nouveau, choisi, je sentais que j'approchais de la fin du chemin, non comme d'une perte, mais comme d'un apaisement. Et je savais que le dernier mot, cette fois, m'appartiendrait. Il m'arrive encore, certains matins, de rester immobile quelques minutes après le réveil, pas par fatigue, par habitude nouvelle. J'écoute le silence autour de moi, un silence qui n'exige rien, qui ne cache rien. Un silence qui n'est plus une absence, mais une présence douce.
Je repense parfois à celle que j'ai été pendant tant d'années. Cette femme qui croyait que comprendre les autres signifiait toujours s'effacer. Qui pensait que l'amour se mesurait à la capacité de supporter, sans poser de questions. Elle n'était ni faible, ni naïve. Elle était fidèle à une idée de la famille qui ne lui avait jamais été expliquée autrement. Je ne la renie pas. Elle a tenu quand il fallait tenir. Elle a aimé quand aimer était la seule chose possible. Mais je sais aujourd'hui qu'elle portait un poids qui n'aurait jamais dû être le sien. On m'a souvent demandé, implicitement, pourquoi je n'avais rien vu plus tôt. Cette question, je me la suis posée moi à même, longtemps, dans les nuits sans sommeil. La réponse est simple et douloureuse à la fois. Parce que je faisais confiance, parce que j'aimais, parce que je croyais que le mensonge ne pouvait pas durer là où il y avait de l'affection. J'ai compris trop tard que certaines personnes ne mentent pas pour blesser, mais pour préserver leur confort. Et que ce confort se nourrit souvent du silence des autres. Je n'ai pas cherché à me venger, je n'ai pas cherché à exposer qui que ce soit, j'ai simplement cessé de participer à une histoire écrite sans moi. Ce geste, aussi discret soit-il, a tout changé. Ce que j'ai appris, à travers cette épreuve, c'est que la vérité n'est pas toujours libératrice, au sens où on l'entend. Elle ne répare pas tout, elle ne rassemble pas toujours. Mais elle rend quelque chose d'essentiel. La possibilité de se regarder sans détour. Je ne suis pas sortie grandie, parce que j'ai eu raison. Je suis sortie apaisée, parce que j'ai cessé de douter de ma propre perception. Il y a eu des pertes, des liens rompus, des habitudes brisées. Il serait malhonnête de prétendre que tout cela ne m'a rien coûté. Mais j'ai compris que certaines pertes sont nécessaires pour que quelque chose d'autre puisse enfin respirer. Aujourd'hui, ma vie est plus simple. Plus étroite peut-être. Mais elle est cohérente. Je ne me demande plus ce que l'on attend de moi. Je ne surveille plus mes paroles pour éviter de déranger. Je vis à hauteur de ce que je suis. Je pense souvent aux femmes qui, comme moi, ont passé une grande partie de leur vie à se taire par loyauté. À celles qui sentent confusément que quelque chose n'est pas juste, mais qui n'osent pas regarder de peur de tout perdre. À elles, j'aimerais dire ceci. Vous n'avez rien fait de mal en vous taisant. Vous avez simplement cru que le silence protégeait ce que vous aimiez. Mais il arrive un moment où le silence ne protège. Plus, il enferme. Ce moment n'a pas d'âge. Il ne dépend ni de la force, ni du courage spectaculaire. Il dépend d'une lucidité intime. Celle qui vous murmure que continuer ainsi serait une forme de renoncement à soi. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la main. Même doucement, même sans bruit, même sans confrontation éclatante. La loi, la clarté, la préparation patiente sont parfois des alliés plus sûrs que les cris. Je n'ai pas reconstruit ma vie sur des ruines. Je l'ai reconstruite sur des fondations enfin visibles. Et cela fait toute la différence. Quand je regarde la mer, aujourd'hui, je ne pense plus à ce qu'elle efface. Je pense à ce qu'elle laisse derrière elle, de l'espace, du mouvement, une continuité paisible. Je sais maintenant que certaines vérités détruisent des histoires, mais que certains mensonges détruisent des êtres. J'ai choisi de rester entière, même si cela impliquait de marcher seule un moment. Et si je devais laisser une seule phrase à celles et ceux qui hésitent encore entre parler et se taire, ce serait celle assis. Simple, nu, irrévocable. Le silence peut aussi être une forme de justice.